Mesdames et messieurs, bonjour. Le Bénin aura le mérite d'avoir organisé les élections communales et municipales du 17 mai 2020, ceci malgré la grande crise sanitaire à laquelle le Bénin et le monde entier font face. Des étapes importantes ont marqué ce processus électoral ayant conduit à l'élection de 1815 conseillers communaux et municipaux. À la faveur donc de ce plateau spécial, nous ferons un retour sur la campagne dite exclusivement médiatique décidée par l'État béninois. Quels sont les points positifs et les insuffisances notées au regard du déroulement de la dite campagne? Quels en sont les grands enseignements? Voilà autant de questions auxquelles nous répondrons dans cette émission, ceci grâce à la disponibilité de nos invités. Le premier, je voudrais bien vous le présenter. Il s'agit de Marie-Richard Maïdé. Il est ancien conseiller à la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. Bonjour. Bonjour. Merci pour la disponibilité. Voilà, Basile Chibozo, ancien président du CNPA Bénin et actuellement justement président de la plateforme des acteurs pour le développement des médias PADEM Bénin en abrégé. Bonjour à vous. Bonjour, ça va bien. Merci pour la disponibilité aussi. Maurice Carlos partage ce plateau avec nous. Il est directeur des relations publiques de la radio Cap FM. Bonjour. Bonjour, cher confrère. Voilà, la première question, je vous la pose. La campagne exclusivement médiatique, c'est donc ce type de campagne que nous avons connu. En ce qui concerne ce processus électoral qui a conduit justement à l'élection des conseillers municipaux et communaux. Justement pour vous, quelle compréhension aviez-vous de la campagne exclusivement médiatique dès que vous avez eu cette annonce? Je vous remercie une fois de plus pour m'avoir invité sur votre plateau et vous dire que quand on a eu vent de ce que la campagne serait exclusivement médiatique, nous avions pensé un moment qu'elle sera effectivement médiatique. Mais la réalité du terrain a été tout autre, puisque nous avons vu des acteurs politiques réunis du monde et dire que cette campagne est exclusivement médiatique me pose un problème. Très bien. Avez-vous la même appréhension, Basile? Non, mais je pense quand même que la campagne a été médiatique, tel que ça a été dit, de façon officielle. Elle a été hautement médiatique. Maintenant, je ne rentre pas dans l'officieux. Pour moi, c'est que c'est une campagne c'est ce qui est légal pour vous. Qui a été médiatique. Je n'ai pas de preuves, disons, tangibles que ça n'a pas été médiatique. Voilà. Très bien. Marie-Richard Laindé, l'option choisie par l'État béninois pour vous, est-ce que c'est la plus appropriée au regard donc, de ce que nous vivons, la crise sanitaire? Oui, dire l'État béninois, je pense que c'est un peu trop dit. Parce qu'en fait, il s'agit d'une institution. Et une institution totalement indépendante qui a pris la décision et qui a souhaité que la campagne soit médiatique. Et je pense que c'est une première dans notre pays. Et il faut comprendre que quand ça arrive comme ça, c'est certainement parce que en amont, il y a des réalités qui nous obligent à aller à cette solution. La RAC a souhaité que la campagne soit médiatique pour rester en harmonie avec le contexte général, qui n'est pas propre au Bénin, mais plutôt à tout le monde, à savoir que ce que nous savons, la pandémie, le virus qui est en train de faire ravage un peu partout. Et n'oubliez pas que par rapport à d'autres pays, nous ne sommes pas aussi nantis pour pouvoir faire face à ce virus-là. Par conséquent, même quand on n'est pas riche, il faut être un peu intelligent. Les institutions de la République, y compris le gouvernement, ont voulu que ce qui peut être évité à notre niveau, on puisse le faire. Et c'est pourquoi je dis, depuis que nous sommes allés à la conférence nationale, c'est la première fois que la RAC prend une décision pour dire qu'il faut que la campagne soit exclusivement médiatique. C'est d'abord pour protéger les citoyens, parce que la vie n'a pas de prix. Après les élections, il faut continuer à vivre. Voilà pourquoi je pense que
la décision, elle est salutaire pour moi. En tout cas, quand on prend cette décision de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, donc la décision numéro 20-022 portant réglementation justement de la campagne exclusivement médiatique, quand on prend cette décision, par exemple, l'objectif poursuivi, c'est bien un accès égalitaire donc à tous les partis politiques. Il est dit, vous qui êtes dans l'organe dirigeant d'une radio comme CapFM par exemple, on interdit aux organes de presse d'avoir des contrats avec les partis politiques. Comment avez-vous justement appréhendé cette restriction? C'est vous dire que la campagne exclusivement médiatique sur laquelle j'avais certaines appréhensions dès le départ, oui, nous a posé des problèmes. Elle nous a posé des problèmes parce que nous ne nous sommes pas retrouvés comme il se devait. Et par le passé, c'est vrai qu'il y a un problème actuel qui est la pandémie du coronavirus, oui, qui a fait qu'on a voulu que cette fois-ci la campagne soit exclusivement médiatique. Mais alors, il y a ceux qui a l'habitude de se faire, et aller jusqu'à nous interdire, entre autres, d'avoir d'autres contrats autres que le contrat négocié par la HAC, nous a posé problème. Parce que par le passé, vous savez, il y a un certain nombre de partis et acteurs politiques qui vont nous voir pour la campagne, mais cette fois-ci, on nous l'a interdit. On nous a dit, limitez-vous strictement à ce que nous vous apportons. Mais moi, je suis d'une radio, mais j'ai vu que au niveau de la presse écrite, ça a été la même chose. Mais j'ai vu que au niveau de la presse écrite, il y avait des papiers et autres qui même si c'est pas de la campagne, c'est de la campagne en tout cas. De façon subtile. De façon subtile, qui se faisait dans la presse écrite. On n'a pas eu de réaction de la tutelle. Vous voyez, la décision même, elle porte un peu à critique. On a même été nous interdit l'utilisation de certains genres journalistiques. On a été nous dire que nos programmes tels que nous les avons communiqués à telle date ne doivent pas être modifiés jusqu'à la fin de la campagne. Bon, on l'a fait, mais il y a à redire. Très bien. Basé Kibozo, notez-vous des insuffisances au regard de cette décision d'encadrement justement de cette campagne exclusivement médiatique? Non, forcément, parce qu'il faut avouer que c'est une première. Et comme c'est une première, je crois qu'il y a eu des couacs comme tu as observé. Et comme l'a dit Maury, on a remarqué qu'il y a une sorte de réquisition systématique des organes de presse, parce que il a été demandé à ce que, on puisse se cantonner strictement à faire des comptes rendus, pas des comptes en tant que tels, mais à livrer le message des candidats. Ce qui en soi pose un problème en termes de réflexion intellectuelle par rapport à une campagne. Deuxième élément que moi j'ai trouvé, c'est l'impossibilité pour les organes de presse de contracter d'autres contrats. Au-delà de l'aspect commercial, l'aspect finance qui est ainsi asséché, on a remarqué quand même que la saine émulation, le dynamisme d'une campagne médiatique, d'une campagne en général et médiatique en particulier n'a pas été observé. C'est-à-dire que, et puis quand vous voyez le modus operandi du fonctionnement, ce n'est que des messages que les candidats envoient, que les partis envoient. Parfois, certains partis envoient 1-2 messages sur 2 ou 3 jours. C'est-à-dire que on n'a fait que des retraplages des messages. Ça a été terne, ça a été fade, et c'est resté totalement une sorte de campagne médiatique, mais totalement affade. Est-ce que vous voyez? À tel enseigne qu'on se pose la question de savoir comment est-ce que l'opération a été négociée fondamentalement. Il y a ce problème-là. Il y a ce problème de fond qui a été posé en ce qui concerne le démarrage même du contrat. La décision qui a été prise par la HAC, une décision qui doit être normalement mûrie avec l'association de tous les acteurs des médias pour voir comment est-ce qu'on peut véritablement faire la campagne. Ça a été brutal, ça a été brusque. Est-ce qu'en réalité, la HAC n'avait pas pour souci d'offrir un espace égalitaire à tous les partis politiques? J'en viens. Oui, d'accord, je suis d'accord.
Mais dans un premier temps, il y a un problème qui s'est posé en ce qui concerne la presse écrite qui n'a pas été associée au départ. Ouais. Il a fallu quelques lobbying pour que ça soit peut-être rétabli. La gestion a été corrigée. C'est ça qui a fait que, eh bien, il y a un retard à l'allumage au niveau de la presse écrite. Mais quand ça a commencé, ça a été complètement la même chose que les radios. Vous voyez la télévision, les radios, c'est le même message, les mêmes personnes, etc., etc. Si bien que certains médiatiques, d'accord, coronavirus oblige, je suis d'accord, mais fondamentalement, l'émulation, c'est l'émulation, le dynamisme, et puis l'approche, les gens et autres là, n'ont pas été observés. Il n'y a pas de critique, il n'y a pas de commentaires, il n'y a pas d'analyse, il n'y a pas de chronique. Il n'y a que des reportages des messages qui ont été faits. Autre élément que je dois souligner, les organes de presse étant privés, oui, et devant vivre de leur production, ont été asséchés complètement. N'ont plus eu la possibilité d'avoir des rentrées financières pour leurs organes de presse, qui en soi sont des structures privées, reconnues par la loi, ayant des registres de commerce et par conséquent des structures privées. Ce problème a été posé. Il y a quand même un montant forfaitaire qui a été quand même... Oui, justement, quand on parle de montant forfaitaire, c'est combien? Vous connaissez le montant? C'est là le problème. C'est là le problème, et c'est là un peu la différence qui a été observée entre l'audiovisuel et la presse écrite. Au niveau de l'audiovisuel, quand les contrats ont été signés, je crois qu'eux, ils étaient au courant de leur montant. Mais quand il s'agit de la presse écrite, d'abord qui est venu en retard dans le jeu, parce que ça a été évolué ainsi, mais jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas de montant forfaitaire, mais on ne connaît pas le montant, fondamentalement. Ça viendra. Donc, c'est pour vous dire, non, oui. C'est pour vous dire quoi? C'est pour vous dire, le montant n'est pas nécessaire. Mais on ne peut pas faire une décision comme ça, d'envergure, au plan institutionnel, avec autant de couacs et autant de glissements. Voilà. Avant de vous retrouver, voilà, Marie-Richard Maïndé plutôt, vous avez entendu Basile Kivozo Bori-Kalos, vous en tant qu'ancien conseiller à la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, comprenez-vous ces réactions? Oui, je voudrais d'abord faire remarquer que je ne suis pas ici au titre de la HAC. Tout à fait. Et que d'abord, je me retrouve dans ma peau de professionnel des médias. Exactement. Maintenant, pour ce que je sais, vous savez, j'ai toujours l'habitude de dire que, de me demander pourquoi, en période électorale, la HAC est obligée de prendre une décision pour réglementer la pré-campagne et pour réglementer la campagne. Cela est d'autant plus important que, en fait, le travail que le journaliste fait en temps ordinaire, c'est le même travail qu'il fait en période électorale. Il n'y a pas de changement. Il n'y a pas une loi votée propre à la période électorale. Ça veut dire que si le journaliste avait l'habitude de bien faire son travail, on n'a pas besoin en période électorale de lui rappeler certaines règles qui régissent la profession. Mais depuis la deuxième mandature de la HAC, on a décidé de le faire et ils le font. Pourquoi ils le font? C'est à titre pédagogique. Parce qu'au fait, quand vous prenez les décisions dont il est question, il n'y a que quelques extraits des différentes lois qui régissent la profession et de quelques articles également de notre code de déontologie. La HAC même n'invente absolument rien. C'est comme à l'école où de temps en temps on dit la répétition est pédagogique. Et il faut rappeler aux professionnels des médias certaines dispositions de la loi pour ne pas les amener à se retrouver au tribunal ou devant le tribunal des pairs, etc. Donc, c'est purement pédagogique. Et quand une institution le fait, ce que les gens ne comprennent pas, c'est pour dire qu'elle est dans la logique de la pédagogie au lieu de la sanction. Parce que l'institution peut rester les bras croisés, observer, et dès qu'il y a des dérives, frapper, sanctionner. Là, on la trouverait quand même beaucoup plus dangereuse pour la démocratie que vraiment ce que la HAC est en train de faire. Et que je trouve bien. Il faut toujours des décisions du moment où on a déjà mis ça en application et que ça a marché. Je pense qu'on est obligé, c'est une bonne piste qu'il faut poursuivre. Deuxième chose, jusque-là, à ma connaissance, la HAC ne prend aucune décision qui réglemente cette période-là sans associer nos associations fêtières. Je vais parler du CNPA, pour le peu que je connais. Je vais parler de l'UPMB et je vais parler de l'ODEM. En le faisant, c'est une manière de les inclure dans ce que nous appelons la régulation. Puisque de tout temps, nous avons souhaité qu'il y ait une co-régulation. C'est-à-dire une régulation
qui englobe tout le monde, qui entraîne tout le monde, dans ce cas, c'est facile. Donc, voilà pourquoi la HAC est amenée de temps en temps, à l'approche de chaque élection, à prendre une décision. Pour ce qui en est maintenant de la décision querellée, la HAC a voulu que ce soit une décision, une campagne exclusivement médiatique. Mais en fait, dans la réalité, est-ce que la campagne a été exclusivement médiatique? Je ne crois pas. Parce que je vois les candidats, on a vu des candidats sur le terrain, on a vu des cortèges un peu partout. C'est-à-dire, moi j'ai la chance d'aller au moins au nord, passer par Djougou, venir par sur toute l'étendue du territoire. On a laissé les candidats faire campagne. En disant qu'il faut que la campagne soit exclusivement médiatique, on reconnaît que c'est des élections locales. On ne peut pas empêcher les candidats au moins de faire campagne de proximité. 50 personnes, ça fait à peine 3 concessions. C'est ça ce qu'on veut. Au lieu du grand monde où c'est difficile d'amener tout le monde à porter des masques, descendez dans un marché seulement et essayez de faire un point. Si vous prenez 10, à peine 4 portent des masques. Nous avons même pris l'habitude de mettre nos masques soit au menton, soit c'est devenu des colliers. C'est ce que j'ai constaté en tout cas. Au niveau des marchés, vous prenez les conducteurs de taxi moto, rares ceux qui portent des masques. C'est une réalité. Dans un environnement pourri où tout le monde a peur de mourir, je pense que la campagne que nous venons de faire est plus qu'une campagne exclusivement médiatique. Pourtant, la HAC n'a serait aucun organe. Parce que l'institution même est consciente d'une chose. L'objectif visé, c'est au moins d'amener les gens à éviter de poser certains actes. Sur ce plan, je trouve que nous avons fait une campagne réussie. Maintenant, si on veut arriver sur le terrain de la liberté de presse, écoutez, à un moment donné, toute liberté est à quand même canaliser. Sinon, on assisterait à n'importe quoi. Le plus important, c'est qu'on arrive à tirer leçon de ce qui s'est passé. Parce que tout n'est pas parfait. Moi-même, au début, quand j'ai appris que la campagne, on a exclu la presse écrite, je me dis non, c'est une erreur gravissime. Ça a été réparé. Et ça a été réparé. C'est déjà aussi à la titre de l'institution. Quand une institution commet une erreur, on constate que ça là, c'est une erreur, il vaut mieux la corriger le plus tôt possible que de s'entêter et dire bon, le reste, c'est une expérience que nous venons de faire et je pense que nous allons tirer les leçons qui s'imposent. Mais les organes de presse, en ces occasions, c'est quand même une belle opportunité pour rentabiliser. Naturellement, pas seulement les organes de presse, même tout le monde, nous journalistes qui allons sur le terrain, mais cette fois-ci, nous n'avons pas eu droit à ces privilèges-là. Parce que, je le dis, il y a une situation qui explique tout ce que nous avons connu comme désagrément. Mais j'ai vu des organes quand même qui ont essayé de faire un travail de terrain. La décision de la HAC n'interdit pas de faire des dossiers, de faire des investigations. Par exemple, un journaliste qui descend sur le terrain au cours d'une journée et qui constate comment la campagne se déroule, est obligé, s'il fait un travail professionnel, il est obligé de parler de toutes les listes. Parce que la HAC peut sanctionner pour ça. Non. Parce que dans toute décision de la HAC, il y a 2 choses sur lesquelles nous mettons l'accent. Il y a l'équité. Pour la presse privée, parce qu'en fait, c'est une occasion pour rentabiliser nos caisses. Exactement. On dit, professionnellement, notre code de déontologie nous oblige au moins à parler un peu de tout le monde. Même si vous devez accorder la part belle à INS, parce que INS a déboursé l'argent. Mais ce n'est pas une raison pour que Y n'ait pas au moins droit d'une ligne ou 2 lignes dans votre organe. Je crois que c'est normal. Maintenant, pour ce qui est de la presse publique, on dit ce n'est pas équité, mais il faut égalité. Parce que c'est le contribuable béninois qui subventionne. Et je suis aussi contribuable. Tu l'es, autant que nous sommes, chacun de nous est contribuable. Donc, nous avons tous droit à un accès égalitaire à ce niveau-là. Dès que ces principes sont respectés, le reste, je pense que c'est gérable. Très bien. Maurice Carlos, je vais rebondir un peu sur ce qu'a dit le confrère aîné Marie-Richard pour dire que l'égalité est exigée du service public. Mais au niveau du
privé, c'est l'équité qui devrait être. Il a dit. Mais la décision a été, on ne peut plus clair, c'est l'accès égalitaire à tous sur nos médias. Ce que nous avons essayé de faire. Mais c'est vrai, nous sommes du secteur privé. Nous devons vivre de ce que nous faisons. Sans quoi, nous allons fermer boutique. Fermer boutique ne serait pas bien non plus pour l'expression plurielle. Est-ce qu'il n'y a pas un élément qui vient, qui s'impose à la RAC quand on sait que, vous savez, aux dernières élections, donc aux élections législatives, on avait parlé d'un certain nombre de choses, puisque les partis politiques l'ont évoqué justement à la RAC lors d'une séance. On voudrait permettre à tous les partis politiques, même ne disposant pas d'une enveloppe conséquente, d'avoir un accès sur tous les espaces, que ce soit privé et public. Oui, c'est l'accès à nos médias a un coût. Le parti doit le savoir. Non, les partis le savent. Les partis le savent, et si vous voulez aller en politique, vous dotez de moyens pour faire votre politique. Parce que quand les partis vont à dire au niveau de la HAC, comme quoi tout le monde doit avoir le même accès aux médias, non. Ou bien vous avez les moyens pour faire votre politique, ou bien vous ne les avez pas, et vous allez faire autre chose. Mais si vous voulez avoir le même accès à nos médias, vous en payez le prix, et puis vous le faites. Bon, maintenant, c'est qu'au niveau de nos médias, par le passé, et même quand tel parti A débourse X montant, le parti B n'est pas tenu de débourser le même montant X. Mais il y a que ce sont de petites rentrées qui font un grand panier. Mais cette fois-ci, nous n'avons pas eu le grand panier dont nous avons besoin. Et les propositions que nous avons eu à faire au niveau de nos instances factières pour ce qui est du coût de la chose, ces propositions n'ont même pas été prises en compte. Tout à l'heure, Basile disait que jusqu'au jour d'aujourd'hui, ils ne savent même pas à quelle sauce ils seront mangés au niveau de la presse écrite. Mais au niveau de l'audiovisuel aussi, nous n'avons pas su à quelle sauce nous devions être mangés avant d'être mangés. Ce n'est qu'après manger que on nous a dit le prix du mangement, oui, s'il faut s'exprimer ainsi. Parce que peut-être que la RAC attendait la Sénat, qui a quand même un budget conséquent. Enfin, je ne sais pas. Le budget conséquent, il n'a pas été conséquent dans nos poches. Il n'a pas été conséquent dans nos poches. Et toutes les positions que le CNPA, nos associations ont eu à faire, elles n'ont pas été prises en compte. Bon, on a peut-être coupé la poire, non pas en deux, mais peut-être, je ne dirais pas le pourcentage, mais c'est pas le pourcentage approprié. C'est pas le pourcentage approprié. Très bien. Basile Chibozo, on parlait de ces insuffisances que nous avons notées. Est-ce qu'il y a des points positifs? Oh, bon, disons forcément le fait que ce soit médiatique est déjà une réussite pour la presse en général. Parce qu'il n'a pas été constaté que la presse a fait des dérives. Il n'a pas été constaté que la presse a été le mouton, le ventre mou, ou le mouton maigre de la campagne. Les institutions ont fait confiance à la presse, et la presse a joué sa partition. La presse a démontré à la face de la nation qu'elle est capable de se prendre en charge et d'assumer les responsabilités tant qu'on le lui confère. Et je souhaite que ça soit continuel. Pour que les gens comprennent que, au-delà des dérives, au-delà des fatras, des difficultés, au-delà de la fragilité, la presse, elle est toujours là. Que les acteurs des médias, malgré leur précarité, se battent jour et nuit pour assumer des gens. Aujourd'hui, il a fallu le coronavirus pour qu'on se souvienne brutalement de la presse et qu'on dise que la campagne doit être strictement médiatique. Et la presse a pris ça au vol et a assumé sa part dans la nation. C'est une bonne chose. Mais la rétribution n'est pas observée. C'est pourquoi je voudrais remonter sur l'aspect pour dire que c'est le deal de base qui a été raté. Le deal de base a été raté avant que la HAC ne prenne cette décision avec l'institution fêtière, l'UPMB, CNPA. Ils ont fait des propositions, mais ça n'a pas été pris en compte par la décision. Il y a ces choses-là qui ont manqué. À tel enseigne que la HAC s'est comportée comme une institution, disons, qui s'est imposée en fait, a imposé une sorte de dictat. Parce que quand vous lisez les décisions, vous allez voir des articles qui portent à propos. Vous voyez. Donc, ils ont des dictats. Mais en oubliant que la presse écrite elle est majoritairement privée. En oubliant l'aspect
de l'aspect commercial. C'est ça qui n'a pas marché. Donc si on avait eu des débats de fond, mais avec les promoteurs de organes de presse avant de prendre la décision, on aurait mentionné ces éléments-là. Donc c'est ce qui a manqué ça. C'est ce qui a manqué ça. Et pour l'avenir, il faut qu'on puisse tenir compte de ça. Est-ce que le contexte également ne fait pas qu'il y a un certain nombre de restrictions budgétaires qu'on devrait observer quand on sait que déjà pour la gestion de la riposte au Covid-19, il y a quand même beaucoup de moyens financiers que déploie. Non, vous savez déjà que avant que la campagne ne commence, le gouvernement a déjà dégagé pas de 5 milliards pour l'organisation générale des élections. Avec le Covid-19, il y a une augmentation qui a été observée au niveau de la HACS pour gérer la campagne médiatique. Il y a une différence à faire entre la campagne traditionnelle que la HAC a toujours gérée, pour laquelle elle a déjà eu sa dotation, et la dotation supplémentaire qui a été conférée parce que la campagne est devenue médiatique. C'est deux choses qu'il faut distinguer. Ça veut dire que c'est deux rentrées de fonds qui ont été observées au niveau de la HAC. Bon, je ne dirais pas, je ne suis pas dans ce que de Dieu, mais ça ne peut que ça, parce que la HAC ne peut pas faire une ponction sur ce qui lui revient traditionnellement, parce que là, doit faire des missions, les conseils doivent bouger, c'est dans le budget initial. Maintenant, pour gérer la presse en général, parce que c'est médiatique, c'est forcément une dotation. Et ça, je peux vous le dire, si vous ne le savez pas, c'est vrai. Maintenant, combien c'est? On ne sait pas. C'est pourquoi je dis, si on avait négocié bien à la base, on ne serait pas en train de parler. Le problème n'est pas l'argent. Le problème, c'est la négociation. C'est la considération de vis-à-vis. C'est ça, le plus important. Parce que depuis, on a travaillé. On n'a pas eu l'argent, mais on fonctionne toujours. Ça viendra. Voilà. Vas-y, Kibozo. Voilà, revenons maintenant sur les points positifs. Il a commencé par le dire. Est-ce que vous notez des points positifs? Oui, naturellement, parce que d'habitude, en période électorale, dès qu'il y a une dérive, le lendemain, tout le monde est informé, puisque la HAC interpelle en même temps et s'assure. Je constate que pour la campagne qui vient de s'achever, la HAC n'a pas sanctionné un seul organe. Peut-être que je me trompe, ou j'ai mal suivi, mais je constate qu'il n'y a pas eu de dérive grave, puisque même sur les chaînes de télévision, je n'ai pas suivi un communiqué de la HAC invitant les professionnels des médias à faire preuve de professionnalisme. Non, je ne crois pas. Donc, c'est déjà un acte positif pour notre presse. J'ai par ailleurs constaté que, en fait, la campagne médiatique s'est plus déroulée sur les réseaux sociaux qu'au niveau des chaînes de télévision, des radios et de la presse écrite, c'est-à-dire les nouveaux médias. Il y a donc un problème là à régler. Parce que là, tout le monde en est conscient. Pour moi, ce n'est pas les médias encore. Il y a un effort à faire à ce niveau. La troisième chose, c'est qu'au moins pour une première fois, on a vu la presse écrite, privée, puisque au fait, la nation le faisait, publier des messages des candidats. C'est une bonne chose. Parce que, au fait, cela ne s'est jamais passé auparavant. Si la HAC a réfléchi, a trouvé cette formule, il y a lieu de la peaufiner en accord avec les associations fêtières, puisque c'est toujours eux, et pour voir si par rapport à la présidentielle, si par rapport aux prochaines élections législatives, on ne peut pas continuer sur cette lancée. Ça n'a posé aucun problème, à part le fait qu'on n'a plus permis aux organes de faire d'autres choses. Et je pense qu'on peut l'intégrer à la campagne globale, campagne médiatique globale, permettre aux organes au moins d'entreprendre des choses comme ils en avaient l'habitude, tout en continuant au moins à faire passer les messages des candidats. Dans le Nord, il y a des journaux qui vont au Nord tous les jours. Moi, c'est dans le Nord que j'ai pu lire certains messages. J'ai trouvé quand même que c'est bien, c'est des acquis. Ça, par ailleurs, au moins, discipliner un peu les rédactions. Au point où, je me suis dit, au cours des conférences de rédaction, certainement que les confrères ont réfléchi sur ce qu'il y a à faire en dehors de la campagne électorale. Parce que c'est des pages à remplir
on est obligé de les rappeler. Exactement. Oui, donc Même les éditions. diversifier Voilà. aussi les rubriques. C'est une bonne chose que notre presse, écrite surtout, a noté et doit en tenir compte. Très bien. Au niveau de la presse audiovisuelle, vous notez certainement des atouts, des acquis à prendre en compte à l'avenir. Oui, si déjà, comme ça a été fait pour la presse écrite, on nous autorise à faire passer les messages des différents candidats, puisque par le passé, c'était d'autres actions qui étaient menées sur nos médias. Ce n'était pas les messages forcément des candidats qu'on diffusait sur nos médias. Mais si on peut toujours en tenir compte pour qu'à l'avenir ce soit un truc institué, parce que c'est vrai, hein, mais je ne sais pas si les moyens accompagneront toujours ça pour que la HAC mette à disposition de tous les médias de l'argent pour que la campagne soit médiatique sur nos médias. Mais si on peut l'accompagner, ce serait une bonne chose. Je dirais également que on ne remet pas en cause la décision de la HAC. Hein. On ne remet pas en cause pour autant la décision de la HAC. Il y a du bien, parce que ça, comme l'a rappelé Marie-Isha Maïndé tout à l'heure, le travail que nous faisons en période électorale n'est jamais pour autant différent du travail que nous faisons en période ordinaire. Ce n'est que un peu de rappel que l'institution vient à faire pour qu'on puisse ne pas tomber dans des dérives et être objet de sanctions. Mais nous pensons que pour l'avenir, comme Basile a dit, que les négociations soient menées jusqu'au bout avant que décision ne soit prise pour qu'on accompagne conséquemment aussi bien le gouvernement que la HAC et toute la nation dans ce que nous faisons. Et déjà, dans le message des différents candidats, est-ce que vous notez tout de même il y a un certain nombre d'atouts? Bon, il faut dire que pour la plupart, au niveau des partis politiques, je ne suis pas trop sûr que les gens étaient autant prêts pour démarrer la campagne dans les médias. Voilà, il y a des partis qui ne sont jamais passés, même pas envoyé un seul PAD. Ne sont jamais passés. Jamais passés. Sur ma radio, il y a des partis qui ne sont jamais passés. Et c'est grâce à la témérité et à la bonne volonté du cadre de la HAC qu'on nous avait laissé que nous avons eu certains messages. Elle se battait, c'est une dame, elle se battait, elle allait chercher des messages ailleurs pour qu'on les fasse diffuser. Il y a des partis, apparemment, ils n'étaient pas prêts à faire la campagne sur les médias. Peut-être que le porte-à-porte et autres les arrangeaient mieux que de venir sur nos médias. Donc c'est peut-être aussi de voir si effectivement ces acteurs politiques eux-mêmes sont pour autant d'accord pour venir faire le travail. Il y en a qui ne venaient pas, alors qu'ils ont reçu une programmation en bonne et due forme et ils doivent passer à des heures données pour venir enregistrer leur message, mais ils ne venaient pas. Ils ne venaient pas. Bon, pourquoi? Est-ce qu'ils n'avaient pas de la disponibilité? Bon, certains vous appellent, mais à quelle heure on doit venir? Mais vous avez la même programmation, vous a donné une programmation, donc nous on vous attend. Ils disent, bon d'accord, on peut venir jusqu'à 15h, mais Ils viennent vous pas. attendez, ils ne viennent pas. Est-ce que vous avez connu la même chose au niveau de la presse? Non, exactement. Vous savez, pour la presse écrite, ça a été exactement la même chose parce que, vous savez, il y a des messages qui ont été envoyés à répétition. C'est-à-dire que pour les 2 semaines, il y a certains partis qui envoient le même message. Parfois, il faut attendre jusqu'à certaines heures, parfois 23 heures avant de boucler. On attend un parti. Attends, on dit, il faut attendre. Nous venons. Attendez-nous un peu, attendez-nous jusqu'à ce que ça ne vienne pas. On est obligé de faire quoi? Eh bien, de balancer le message de la veille. Effectivement, il y a ce problème-là. Il y a cette capacité aussi rédactionnelle de certains partis politiques par rapport à cette exigence-là. C'est pourquoi je continue de dire, je m'attelle, je persiste et je signe pour dire qu'il faut faire des négociations à la base. Parce que ça permettra aux partis politiques de se préparer aussi. Parce que vous avez une programmation. Vous devez envoyer 3, 4, 5, 6, 12 éléments. Faites tout pour avoir les 12 éléments. Parfois, on a de répéter.
La HAC fait exigence pour dire il faut que tous les partis politiques soient un aspect égalitaire. À telle enseigne que, à la une des journaux et dans les radios et télévisions, vous voyez le logo de tous les partis politiques qu'on met. L'autre chose qui est bancale, c'est que désormais, un parti a une connotation, quoique communale, mais nationale. Puisqu'il faut lever 10% au plan national pour avoir le siège. Mais qu'est-ce qu'on a remarqué? C'est qu'on a remarqué que lorsque un parti, je prends un parti par exemple, UP, mais a des activités aussi bien à Cotonou, qu'à Calavi, à Parakou, qu'à Djougou. Mais on se contente seulement à l'activité de Cotonou, point final. À l'avenir, il faut qu'on puisse avoir la possibilité de parler de l'UP, c'est l'UP, ou c'est le BR, ou c'est le FCBE, ou c'est l'UDBN, qu'on puisse les englober tout ce qu'il faut au plan national. Ça donne du dynamisme et du piment à la chose. Voyez-vous, plutôt qu'un message simple qu'on envoie, ça s'arrête là, sans photo, sans rien, sans particularité, sans rien du tout. Il vous appartient de lire, de voir qu'est-ce que le parti veut dire fondamentalement. Il y a toutes ces choses-là qui ont été observées. Et je crois que si un débat se fait à la base, on va pouvoir gérer tout ça. Ces choses. L'autre chose que moi je voudrais suggérer, est-ce qu'on est là dans la suggestion? Tout à fait. Moi je pense qu'il ne faut pas que ça s'arrête là. Parce que la preuve a démontré qu'elle est capable de relever les défis. Moi je souhaite qu'à partir de maintenant, Covid ou pas, que systématiquement la campagne médiatique rentre dans les mœurs. Que désormais, on ne puisse plus exclure la presse écrite, la presse audiovisuelle, privée ou écrite privée. Parce qu'anciennement, c'est toujours l'audiovisuel public et la nation qui sont prises en compte. À partir d'aujourd'hui, on a démontré notre sérieux. On n'a pas été les enfants nuls de la classe. Non. On a été très excellents, on a travaillé. Donc, en reconnaissant de ça, moi, je souhaitais que pour les campagnes à venir, que désormais, ça rentre dans la tradition au niveau des institutions, notamment au niveau de la HAC, du gouvernement, pour que désormais on puisse prendre en compte les organes de presse en général pour la campagne. Très bien. Covid ou pas Covid? Covid, pas Covid. Je vous lancerai sur un aspect qu'a évoqué justement Marie-Richard Maïdé. Il s'agit juste des nouveaux médias. Il y a, Maury le disait, il y a de ces partis qui ont choisi peut-être de ne pas venir dans les organes traditionnels et donc de confier leur communication aux nouveaux médias, donc la presse en ligne qui aujourd'hui n'a pas un statut juridique. Vous savez que le nouveau média c'est un objet déontologique non identifié. C'est-à-dire que c'est une zone de non-droit. Et la rapidité, la célérité fait que, eh bien, on veut aller très vite et on fait trop de dérapages, de dégâts. La campagne au niveau des réseaux sociaux a échappé à la HAC parce que la HAC n'a pas régulé. Parce que jusque-là, bon, la HAC ne disposant pas tellement d'instruments juridiques. Non, c'est pas fondamentalement ça. Il s'agit de régime d'autorisation. Je crois que l'autorisation qui devait être concédée au niveau des web TV qui ont déposé le dossier en mode de forme selon les cahiers de charges. Exactement. Et ils n'ont pas encore cette autorisation-là. C'est ça qui fait que, eh bien, ça allait dans tous les sens. À tel enseigne que les partis politiques très très malins se sont rabattus sur eux. À tel enseigne que vous allez voir beaucoup d'actions, beaucoup d'activités au niveau des partis, parce qu'ils savent que bon, voilà ce que nous voulons, quoi. Nous voulons plutôt ça. Nous voulons qu'on parle des meetings, des campagnes, des conférences de presse, des sorties médiatiques. Ce qui n'est pas le cas au niveau du régime de la HAC. Voyez-vous. Donc ça a été observé. C'est pas mauvais en soi. On n'a pas eu de dégâts, Dieu merci. Mais il faut remarquer quand même que, eh bien, aussi longtemps que la régulation ne va pas toucher là, on va toujours observer, eh bien, une campagne particulière au niveau des réseaux sociaux, des médias, des nouveaux médias. Les nouveaux médias, Marie-Richard Maïdé, beaucoup en ont profité parmi les candidats. Ils estiment que ça va vite, ils estiment que ça a une plus grande audience que donc les organes traditionnels. Oui, c'est une réalité et cela nous interpelle, surtout nous qui sommes professionnels des médias. Parce que moi j'ai constaté personnellement quelque chose au cours de cette campagne-là. Quand vous allez dans les villes ou dans les chefs-lieux de nos communes,
Je parle de Cotonou, Calavi, Ouida, Porto-Novo, Boycon, Abomey jusqu'à Dassa. Vous verrez des affiches géantes, des posters qui parfois donnent l'allure de campagne présidentielle. Oui. En tout cas, dans les chefs-lieux de communes, vous ferez des affiches. On en a vu. Oui, on en a vu. Ça veut dire que les candidats sont conscients de ce que ils ont besoin de ces affiches-là. Comment expliquer que, en retour, ils ne sollicitent pas les organes de presse écrites comme audiovisuels? Ça pose un problème. Il y a quelques années, les partis politiques avaient des représentants au niveau de chaque organe. Parfois, même avec des moyens de déplacement des véhicules pour les suivre, même si c'est du porte-à-porte, et rencontres. Pourquoi aujourd'hui c'est le contraire? Et bon, la décision également de la RAC n'est pas favorable à ça. Non, la décision n'est pas contre ça. La décision vise seulement à garantir l'équité pour la presse privée et l'égalité pour les organes de service public. Je vous ai dit que la RAC ne sanctionnera pas un organe qui a fait un travail équilibré, c'est-à-dire au profit de tous les partis. Au profit de tous les partis, qui s'est donné la peine de voir comment la campagne s'est déroulée à tous les niveaux. Et concernant, il y a combien de partis au plus? C'est 5, non? C'est un travail facile à faire dans Cotonou. Dans quelle rédaction on n'a pas 5 journalistes? Ça veut dire qu'on peut le faire. Si on décide aujourd'hui de consacrer le journal aux 5 partis dans Cotonou, le lendemain à Porto-Novo, ainsi de suite. C'est un travail équilibré. La RAC n'ira pas contre ça. Au fait, le souci de la RAC, c'est de voir durant la période de campagne un organe de presse ne parler que de telle liste, du bloc républicain, de l'UP ou bien de l'UDBN, ainsi de suite. C'est ça. Le travail déontologique du journaliste, c'est d'abord l'équilibre, c'est l'équité. Ça, la RAC ne peut pas aller contre. Et c'est ça qui nous manque. C'est le socle même de la décision de la RAC. Donc, si les candidats ont réussi à investir dans les affiches, je crois qu'ils ont besoin d'éléments accompagnateurs, comme la presse. Mais c'est le contraire aujourd'hui. Parce qu'avec les réseaux sociaux, les minutes qui suivent, on peut montrer un candidat X en train de faire campagne, alors que ce n'est pas la voie indiquée. Combien de personnes, en réalité, dans notre environnement, combien de personnes arrivent à lire un commentaire sur WhatsApp? Ils sont très peu nombreux. Même si aujourd'hui on voit les bonnes âmes sur Zim en train de faire comme ça avec le téléphone cellulaire. Bon, donc c'est une réalité. Il n'y a que nos associations fêtières doivent repenser la question avec la RAC et tirer les leçons utiles pour l'avenir. Parce que l'environnement financier aujourd'hui de la presse n'est pas du tout ce qu'on aurait souhaité. Les organes de presse privés ont des problèmes. C'est une réalité. Et c'est pour cela qu'ils ont du mal à accepter qu'on les cloisonne de cette façon-là. Certains sont sortis du cloisonnement. Et la RAC, comme une institution intelligente, n'a pas sanctionné. Parce que peut-être consciente de la réalité des choses. Mais il ne faut pas que ça continue comme ça. Il faut qu'on y réfléchisse. Parce que la solution, d'abord, proviendra de nous. Et non de l'autre côté. Voilà ce que je pense. Très bien, Maurice. Justement, et je voudrais dire une chose, parce que c'est un problème de survie qui se pose à nous. Je suis d'accord. Marisha a touché du doigt une réalité. Nos médias, là, je me demande s'ils peuvent encore survivre avec ce qui se passe avec les nouveaux médias. Et si la RAC n'a pas un problème d'adaptation. Parce que les nouveaux médias, c'est une réalité, on ne saurait l'occulter. Il va falloir réguler ces médias. Si on ne les régule pas, notre suivi pose un problème parce que si les hommes politiques ont voulu mettre plus d'argent là-bas que de nous en envoyer, alors que nous, dans le même temps, nous avons du personnel que nous entretenons, nous avons des impôts que nous payons. Alors, nous avons notre siège, nos loyers, tout ça. Mais si la RAC n'arrive pas à s'adapter, arrive à se dire, ou bien à réguler qu'il y a de nouveaux médias qu'il faut canaliser ces gens-là et avoir une vue sur ces médias-là, nous,
vraiment, je me pose la question si d'ici 2 ans, on pourrait être encore avec vous en train de parler de campagne exclusivement médiatique. C'est ce qui explique que les organes de presse, donc les organes traditionnels également, s'adaptent un peu. Oui, les organes traditionnels essaient de faire ce qu'ils peuvent, mais il faut dire qu'il y a une avance que les réseaux sociaux ont pris sur nous. Et si nous-mêmes nous ne nous adaptions pas, ça risque de nous être fatal. Très bien. La haute autorité de l'audiovisuel et de la communication a initié, donc, lors de cette, ou du moins à la fin de cette campagne exclusivement médiatique, un grand débat. Un grand débat qui a réuni les représentants des 5 partis politiques. Comment voyez-vous l'initiative, Basile? Elle est une bonne chose. Parce que quand vous faites... il y a ce qu'on appelle le suivi évaluation. Donc il faut évaluer un peu tout ce qui a été fait. J'ai suivi un peu ce débat-là et j'ai vu que tous les partis politiques ont eu à déployer leurs arguments pour montrer que, bon, ils sont les meilleurs en ce qui concerne le développement de nos localités, de nos communes. C'est une bonne chose. C'est une bonne chose, mais je crois qu'il faut atterrir. Atterrir veut dire quoi? Atterrir, c'est de faire un grand débat autour de la question, de la campagne médiatique. Ce que nous faisons ici, je crois, doit être pris en compte par la HAC. En faire des séances pour pouvoir tirer, comme l'a dit en tirer les conséquences nécessaires, les conséquences idoines, avec la saison fêtière, pour s'asseoir et tirer toutes les bonnes conclusions, pour que ce que nous disons ici et là, soit mis dans une plateforme, que ce soit un mémorandum, eh bien, duquel la HAC doit servir pour les années à venir. Parce que c'est fondamental que ça se fasse. Très bien. Le grand débat. Oui, le grand débat, j'ai trouvé que c'est une bonne initiative parce qu'au fait, globalement, ça nous a permis de savoir les ambitions que nourrissent les partis pour nos villes, villes statut particulier, ensuite nos villes tout court. Et je pense que ça s'inscrit dans la même logique que les débats qu'on avait organisés, rappelez-vous, lors de la dernière élection présidentielle où les 2 candidats arrivés au second tour, Lionel Zinsou et Patrice Talon s'étaient retrouvés. Et l'initiative peut-être existe il y a longtemps, parce que selon ce que j'ai appris, d'autres mandatures avaient pensé déjà à la chose. Mais vous savez, compte tenu des susceptibilités des uns et des autres, compte tenu des contingences et d'autres réalités qui ne facilitent pas la chose, on n'a pas pu le faire. Si on l'a fait pour la présidentielle, et qu'on vient de le faire également pour les communales, je pense que c'est une bonne chose. C'est un petit pas, plus un petit pas, et c'est une avancée pour notre démocratie. Très bien. Donc, on aurait préféré peut-être à la place d'un grand débat au plan national, de pouvoir avoir ces échanges-là au niveau local, puisque ce sont des élections de proximité. Exactement. Par rapport à ça, personnellement, je me suis dit un grand débat, une très bonne chose, mais un grand débat pour une élection présidentielle, c'est encore mieux. Parce que ces élections sont des élections locales et les réalités de Tukuntuna ne sont pas forcément celles de Cotonou, encore moins celles de Porto-Novo. Donc, que les partis aient des visions globales, ça marche, mais il y a aussi la particularité de chaque région et de chaque circonscription électorale qu'est la commune. Donc, les débats ne sont pas ponctués sur ça. Donc, bon, c'est vrai que certains partis politiques ont essayé de donner des spécificités à certaines communes. Oui, justement, parce que quand on prend les communes à statut particulier, c'est l'attraction de tous. Hein, qu'on en parle, ça passe bien. Mais nous sommes sur un territoire, on a 77 communes, on a 546 communes et arrondissements. Donc, il y a chaque particularité qu'il ne faudrait pas oublier non plus. Très bien. Et nous sommes... Oui, je pense que, au fait, si la HAC a fait l'option du débat général, c'est parce que elle a eu le temps, l'institution a eu le temps d'examiner tous les contours de la question. Je me rappelle que, même en notre temps, on avait évoqué ce que mon confrère Carlos est en train de dire, c'est-à-dire débat par commune. Mais ça suppose que
on ne peut pas le faire uniquement en français. C'est ça le plus important. On ne peut pas le faire seulement en français. Si vous allez faire ça à Savalou, c'est moi. Vous êtes obligé de le faire en Mali. Si vous allez à Golinge, vous êtes obligé de le faire en Mali. Vous allez à Porto-Novo, vous êtes obligé de le faire soit en Goun, soit en Yoruba. À Cotonou, vous pouvez le faire en fond. À Ouida, vous pourrez le faire en fond. Mais dès que vous rentrez à l'intérieur du pays, on a des confrères qui savent parler ces langues-là. Il n'y en a pas. Même quand on prend toutes les stations de radio et de télé du Bénin, là, plus sur l'ORTV, on n'a pas de confrères à même de mener des débats comme ça dans ces langues-là. Et pour éviter les problèmes, puisque pour le moment, techniquement, la chose n'est pas faisable. On a dit, bon, langue véhiculaire. Il vaut mieux le faire en français, qui est notre langue de travail, histoire d'analyser la situation générale pour voir ce qu'il y a lieu de faire. Très bien. Nous allons finir puisque le temps imparti à nos échanges est terminé. 30 secondes pour votre mot de fin, Maury. Je vous remercie de nous avoir reçus pour faire le bilan de la campagne exclusivement médiatique dans nos médias. Nous avons remarqué que c'est une bonne chose. Elle mérite d'être pérennisée. Très bien. Basile Kibozo? Non, je crois que c'est la même chose. Hein. Je crois que c'est une bonne expérience qui a été faite. Et puis, on a démontré à la face de la nation que la presse est capable encore de beaucoup de défis. Moi, mon souhait, c'est que ça puisse continuer. Ça puisse continuer pour les élections à venir. Et puis, avec la prise en compte de toutes les leçons qu'on peut tirer de ça pour que ça soit amélioré. Ça soit plus rationalisé, plus affiné, plus amélioré. Très bien. Marie-Richard Maindé? Bon, je pense que c'est globalement une campagne médiatique apaisée. Il n'y a pas eu de problème. On n'a pas interpellé de confrères. Il n'y a pas eu de choc entre la HAC et les journalistes, ce qui est une bonne chose. Il reste quand même que, dès à présent, au lieu d'attendre l'approche de la présidentielle, c'est dans un an, pour dire bon, comment nous allons collaborer, il vaut mieux se lever tôt. Association professionnelle, HAC, pour voir comment gérer cette période. Ici, c'est une période exceptionnelle, ce qui a nécessité des dispositions exceptionnelles. Durant la présidentielle, on aurait fini avec la pandémie et on va laisser les professeurs des médias exercer leur profession, comme cela se doit, certainement, sachant bien ce que ça peut engendrer en cas de dérive. Très bien. Merci beaucoup à vous, Marie-Richard Maindé. Je rappelle que vous êtes ancien conseiller à la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication. Je recevais également pour vous Basile Kibozo, qui est donc ancien président du CNPA Bénin. Il est actuellement président de la PADEM Bénin. Maury Kalos partage également ce plateau avec nous, directeur des relations publiques de la radio CAP FM. Merci pour votre disponibilité, chers invités. Merci à vous également, chers amis téléspectateurs, de nous avoir suivis. Prenez du plaisir à nous suivre sur télé. D'ici là, portez-vous bien. Agréable week-end à chacun et à tous.